Entre les bases, la méta et plein d'autres points intermédiaires, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Premier point très important, on est en mai 2025 et il y a encore des gens qui n'ont pas capté que certains airdrops c'est du yield farming. Je me rends compte de ça suite au tweet que j'ai posté sur la fin de la saison 3 de Kamino, un projet de lending borrowing sur Solana. Et dans les commentaires, j'ai vu plein de gens qui étaient particulièrement déçus, qui s'attendaient à quelque chose de fou. Mais en fait les gars, ça y a absolument aucun suspense, c'est un airdrop qui rentre dans la catégorie du yield farming, et donc si tu poses pas un camion, et ben tu vas pas récupérer grand chose. Et ici d'autant plus parce que comme indiqué dans la description de l'airdrop, il y a une part substantielle qui est distribuée aux personnes qui ont stacké des tokens Kamino. Ensuite c'est un truc qui ne devrait surprendre absolument personne, les stats sont disponibles entre CoinGecko et DeFi Lama. On est sur un token qui est sorti actuellement à 15% de sa supply, sachant qu'il a une market cap de 630 millions qu'on va arrondir à 600 millions parce que c'est plus simple pour les calculs. On parle déjà d'un airdrop de saison 3, donc on va essayer d'être à peu près réaliste, on va prendre 30 millions de dollars qui sont distribués, ce qui est vraiment pas déconnant et vraiment pas loin de ce qui a effectivement été distribué, ici avec 26 millions de dollars. On va ensuite sur DeFi Lama et on regarde la TVL de Kamino qui est actuellement à 2,5 milliards de dollars. Et voilà, en fait, t'as déjà ta réponse, tu as 2,5 milliards de dollars de TVL qui se partagent 30 millions de dollars. Pas besoin de calcul savant, pas besoin d'entourloupe, rien du tout, avec des maths basiques que j'ai fait de tête comme ça, devant toi, en pleine vidéo. C'est vraiment super simple et ça permet d'avoir un ordre d'idée. Ça va pas te dire exactement combien tu vas recevoir, mais là tu sais très bien qu'il y a 30 millions qui sont dispersés entre 2,5 milliards de liquidités, ben forcément la yield va pas être exceptionnelle. Et entre nous, avec tous les paramètres que tu viens de voir, plus le fait qu'on est sur un projet de lending borrowing qui sont connus à l'avance pour ne pas beaucoup payer, il n'y a absolument aucune surprise. Kamino, c'est donc un airdrop type yield farming. Laisse-moi sortir mon escalier de draw, voilà, hop hop hop, airdrop yield farming, et ça c'est égal à X% de la somme que tu as posée. Voilà, je le coche ici, tac, on centre, comme ça c'est un petit peu plus joli. Le truc, c'est que ce X% là, on ne le connaît pas à l'avance, mais ça veut également dire que si tu poses 500 $, que on est sur, allez, on va dire un 10% de yield, que tu reçois ton airdrop au bout de 1 an, très bien, on fait le calcul, ça veut dire que tu reçois 50 $. Et encore, généralement, c'est moins que ça, mais on va le voir un petit peu plus tard comment il y a moyen de court-circuiter cette entourloupe. Ça, c'est un truc vraiment tout bête qui peut te permettre d'avoir en tête une idée de ce qui est raisonnable. Et c'est un truc qui se calcule de façon approximative, même pour les saisons 1 des airdrops, comme j'ai pu te le montrer à l'instant. On a parlé ici de Kamino, mais Kamino, c'est pas le seul airdrop qui va se jouer de cette façon-là. Globalement, ça concerne tous les plays en stablecoin du moment. OpenEden ou n'importe quelle autre chose que tu vas retrouver à droite à gauche qui implique des stablecoins, ce sont généralement des plays qui sont linéaires via du yield farming. Avec toujours cette fameuse question qui se pose de savoir combien est-ce qu'on va venir récupérer en yield. Le truc c'est qu'on est en 2025 et en 2025 on a des outils qui sont très sympathiques. Ces outils là ça s'appelle soit Spectra soit Pendle et ça permet de mettre un chiffre sur ce gros X. Viens avec moi sur Pendle, on va sélectionner deux blockchains, on sélectionne Base, on sélectionne Ethereum, on met en filtre stablecoin et voilà, maintenant pour la majorité des plays, tu vas avoir un chiffre de yield qui s'affiche juste ici. Ce qui nous intéresse, c'est la catégorie PT qui permet de revendre les points qui sont associés à ces différents airdrops. Pour prendre un exemple qu'on a déjà vu passer à plusieurs reprises, on a juste ici tous les plays qui sont disponibles sur Resolve. On prend ici l'USR sur Base, comme ça on peut également jouer un TWAP sur Base dans l'optique là où un jour il y a un airdrop. Et il cote actuellement à 7,1% d'APY, avec une date de maturation au 25 septembre 2025. Je clique sur mon PT, disons que je dépose 1000 USR dedans, je récupère en échange 1024 PT USR, ce qui veut dire qu'à la date de maturité, si je décide de revendre ma position, eh ben je récupérerai 1 pour 1 ces tokens en USR, et donc j'aurais fait 24 $ d'ici la date de maturité, c'est-à-dire dans 132 jours. Alors là tu vas certainement me dire que tes rêves de richesse, eh ben ils sont pas du tout comblés. Et t'as raison à juste titre, ça ce sont des plays pour faire du yield farming, et donc ça implique que t'as déjà des fonds. Si tu poses 50 $ aujourd'hui, tu récupères 51,24 $ dans 132 jours. Évidemment que ça vend pas du rêve. Et donc si tu n'as pas déjà du capital aujourd'hui, ce type de play, que ce soit avec les PT ou alors directement les nombreux stablecoins
coins et autres airdrops de ce type qui sont littéralement du yield farming, et ben je te recommande tout simplement de les éviter. Pas parce que c'est pas intéressant, non, loin de là, 7% sur des stablecoins c'est très cool, même si on peut clairement faire mieux aujourd'hui, mais juste parce que t'as pas le profil de la personne qui va bénéficier au maximum de ce type de play. Et ça c'est vraiment une erreur que je vois tout le temps, et que personne ne te met en garde contre. Et d'ailleurs pour appuyer mon propos, c'est un truc qui je pense devrait être mentionné par Asher quand il fait des lives, parce que lui dans cet exemple là il a posé une somme qui commence à être conséquente, et donc dans ce cas de figure là, oui c'est intéressant. Il y a peut-être d'autres trucs à faire avec cette somme là, mais c'est pas déconnant de la faire travailler de cette façon là. Et ça les gars, maintenant ça fait presque 2-3 ans qu'on chasse les airdrops, et que je retrouve toujours ces commentaires là de personnes qui sont déçues d'avoir farmé de la yield, alors qu'il y a écrit en gros sur le projet, on va faire un airdrop linéaire en fonction des fonds que t'as déposés, ce qui du coup ne devrait surprendre absolument personne. Donc si tu le savais pas déjà, j'espère que t'as appris un truc ou l'autre. Ensuite pour revenir sur les PT, personnellement je préfère prendre une position en PT la majorité du temps plutôt que d'essayer de jouer un airdrop. Tout simplement parce que le pourcentage qu'on va générer en PT, on le connaît, il n'y a pas d'entourloupe possible. Et d'autant plus que les projets que tu vas retrouver sur Pendle, la plupart ils ont ce petit checkmark là, qui veut dire qu'il y a vraiment eu des recherches approfondies qui ont été faites par Pendle. C'est pas une garantie qu'il y aura jamais de problème avec le projet, mais c'est quand même un bon checkmark de sécurité. Alors c'est pas dispo sur tous les projets, mais pour la plupart des gros projets, tu vas voir qu'il y a le petit checkmark avec le bouclier. C'est la façon à Pendle de te dire, vas-y, on a fait les recherches, normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. La concurrence qui est beaucoup moins connue, elle s'appelle Spectra. C'est exactement le même fonctionnement. Ce qui nous intéresse ici, c'est les fixed rate, donc les PT. Et il nous affiche ici la liste de tous les PT qui vont tourner sur Base. La yield sur Spectra est en général un petit peu plus élevée parce que c'est un peu plus risqué. On est sur un projet qui est beaucoup moins connu. Perso, je dépose soit sur Pendle, soit sur Spectra. Juste à noter que sur Spectra, faut faire gaffe à la liquidité parce qu'il y en a généralement pas tant que ça. Problème qui n'existe quasiment pas sur Pendle. Comme d'habitude, si c'est un truc que t'as pas l'habitude de faire, évidemment, débarque pas avec un camion, ramène plutôt ta brouette avec quelques dollars, essaye, expérimente, vois ce que ça donne. Vraiment juste le tips classique quoi. Pour résumer, le yield farming, c'est quelque chose de sympathique qui permet de générer du rendement sur des positions que tu as déjà. L'objectif n'étant pas de changer complètement de position parce qu'il y a un rendement assez sympathique, mais plutôt de faire travailler la composition de ton folio que tu as déjà. Et oui, bien que tout le monde va récupérer le même pourcentage, généralement c'est un truc qui intéresse les personnes qui ont plus de pognon. Ok, très bien, du coup qu'est-ce qui reste en non linéaire? Déjà, il y a un constat à poser, on a de plus en plus de plays qui justement sont linéaires, que ce soit du coup via les différents dépôts de liquidité comme on l'a mis en avant juste ici, ou alors via le volume que tu vas générer par exemple sur les perps ou sur d'autres projets de ce type. Un bon exemple de play qui s'est révélé être linéaire alors que personne ne l'attendait comme linéaire, c'est Layer 0, qui au final a fait en sorte que son allocation soit fonction des frais dépensés. Ou en tout cas au moins à 75%, ce qui fait que c'est devenu la composante principale. Et ça c'est un truc qu'on voit de plus en plus, même sur des projets qu'on n'attendait pas spécialement là-dessus. Alors du coup, qu'est-ce qui reste d'intéressant? Eh ben on va appeler cette catégorie airdrop action. Mais plus que juste action, je vais rajouter un petit mot comme ça, on va le mettre en tout petit parce qu'il faut pas trop qu'il se voit. Ce mot-là, c'est airdrop action cachée. C'est ce petit mot-là qui fait absolument toute la différence. Le gros truc qui fait que la majorité des airdrops aujourd'hui ne sont plus intéressants, c'est le fait que tout soit guidé. Il y a très peu d'activités vraiment niches et absolument imprévisibles qui sont rémunérées. Et du coup, quand tout est partagé à l'avance, il n'y a pas de surprise ni sur ce qu'il faut faire, ni sur la reward qui sera décevante. Pour une raison toute simple, toutes les informations pertinentes étaient déjà connues à l'avance. Les airdrops les plus intéressants, ils ne donnent pas les critères, ou alors ils font en sorte qu'ils soient assez compliqués à deviner. Et ça fait sortir ce mot-là, edge, en anglais, qui veut dire tout simplement avantage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je priorise toujours les airdrops sur lesquels je peux avoir un avantage. Que ce soit parce que c'est dans un domaine dans lequel je suis doué, notamment le fait d'aller chercher des informations qui sont vachement niches et peu connues, qui me permettent de me positionner de façon un petit peu exotique sur des plays que tout le monde connaît, ou encore de jouer certains airdrops qui vont favoriser les personnes qui ont une audience sur Twitter, faut clairement pas se voiler la face. Et donc en me positionnant sur ces plays sur lesquels je sais que j'ai déjà un avantage, eh ben généralement ça a tendance à mieux payer. Alors on est d'accord, c'est clairement pas une garantie, mais c'est déjà plus intéressant que de faire quelque chose dans lequel absolument personne n'a l'occasion de se démarquer. Et spoiler, il y a plein de façons de choper un edge sur plein d'airdrops. Un exemple tout bête, les mecs qui sont des cracks sur tout ce qui est trading, et ben évidemment qu'ils ont intérêt à aller faire du volume sur tous les perp decks à la mode en ce moment. De mon côté, je suis vraiment mauvais là-dedans, et donc je vais pas me positionner là-dessus. Justement parce que j'ai pas d'avantage compétitif sur ce créneau. Et ça c'est un truc qui est vraiment super important à comprendre. C'est qu'être capable de connaître ton avantage compétitif et de savoir comment est-ce que tu peux le faire jouer, c'est vraiment ça ce qui va te ramener les meilleurs airdrops.
Il y a des gars qui sont très très forts en social farming et qui vont choper tous les rôles sur les Discord. Et crois-moi que ça a déjà payé et que ça va continuer de payer. Il y a des gars qui sont devenus des champions sur Kaito et qui ont déjà ramassé des camions de tokens à droite à gauche. Pas parce qu'ils croyaient au projet, absolument pas, mais surtout parce qu'ils ont réussi à comprendre comment fonctionne Kaito et comment le tourner comme une arme. Des exemples comme ça, il y en a vraiment à l'appel. Donc avant de me positionner sur quoi que ce soit, c'est la question que je me pose, est-ce que je vais avoir un edge sur cet airdrop là? Et si oui, comment est-ce que je peux le définir? Premier exemple avec Hyperliquid, ou plutôt HyperEVM, quand j'ai commencé à en parler, c'était aux alentours du 20 mars. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait très peu d'utilisateurs sur le réseau, notamment quand on compare aux quasiment 10 milliards de dollars qu'ils ont encore à distribuer chez Hyperliquid. Et en plus de ça, quand j'ai creusé le dossier pour faire la feuille de triche, je me suis rendu compte que Jeff ainsi que la documentation considéraient vraiment Hyperliquid est égal à Hypercore, donc le perps, plus HyperEVM. Sachant que jusqu'ici, à chaque fois qu'une nouvelle feature a été ajoutée à Hyperliquid, elle a été prise en compte pour des points et donc pour une reward, et ben j'ai eu ce raisonnement de me dire, attends, on est quand même relativement tôt, il n'y a pas encore beaucoup de liquidités, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont actifs sur ce réseau, est-ce que ce serait pas le moment d'être actif? Aujourd'hui, même si ça a toujours pas payé, et encore c'est pas très étonnant, sachant que le réseau a lancé il y a même pas 4 mois, et ben je considère qu'à me positionner assez early là-dessus, j'ai eu un edge. Et j'en aurai peut-être un au moment de la distribution du token. Deuxième exemple avec le nombre de transactions sur Layer 0, là où ça fait quasiment 6 mois que je balance sur la newsletter, les gars, faites des transactions sur Layer 0 parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et je pense que la charte parle d'elle-même. Pareil, il n'y a pas encore eu de deuxième distribution de token, mais c'est pas grave, parce que je pense qu'avoir fait des transactions dans le temps, à un moment là où il n'y avait pas beaucoup d'activité sur un Layer 0, et ben c'est quelque chose qui payera dans le futur. Troisième exemple avec les whitelists des NFT composables sur Expresso. Pareil, c'est un truc qui maintenant commence à être un petit peu suivi sur Twitter et encore, sauf que mon edge à moi là-dessus, c'est d'avoir commencé à suivre le dossier depuis le tout début, à partir du moment là où les NFT ont été mentionnés quasiment pour la première fois, soit en février. Et ça c'est pareil, c'est un dossier que j'ai creusé, que j'ai suivi sur le temps, là où j'ai absolument tout partagé sur la newsletter et j'ai fait le maximum d'actions possibles, et vraisemblablement je devrais être éligible juste pour avoir rempli un formulaire. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux être éligible à une whitelist, et ben c'est du tirage au sort. Et les tirages au sort, je sais pas toi, mais moi j'ai pas d'avantage compétitif là-dessus. Dernier exemple avec le sujet que j'ai creusé cette semaine, sujet dont quasiment personne ne parle sauf la communauté chinoise. Je pense qu'il y a un créneau très intéressant sur Ordinals 2.0. C'est backé par deux gros noms, ils ont levé des fonds, il y a vraiment de l'activité sur le réseau. C'est un parallèle d'Ordinals qui ramène la DeFi sur Bitcoin, et je considère ça comme un play asymétrique. Mon edge ici, c'est que c'est un sujet dont quasiment personne ne parle. Déjà parce que ça paraît complexe alors qu'en réalité c'est pas plus compliqué que ce qu'on avait fait sur Ordinals il y a 1 an et demi. Et ensuite parce qu'il y a de la friction, faut télécharger un wallet, c'est sur Bitcoin, on n'a pas l'habitude de faire des transactions sur Bitcoin, etc. etc. Et donc j'ai pris un pari là-dessus et de me dire, bah écoute, je pose un petit billet, j'attends, je vois dans 6 mois si c'est un truc qui a pris ou qui a pas pris, et en fonction de ça, j'avise. Si jamais c'est dans la dernière édition de la newsletter, je te mets ça en description. Tout ça pour te dire que si tu prends position sur quelque chose, eh ben il faut le faire avec une bonne raison en tête. Parce que tu as un avantage compétitif clair et que tu es capable de le définir et de l'exprimer. Et si tu trouves rien, ben c'est pas grave, ça veut juste dire que ce play là est pas spécialement pour toi et tu vas aller chercher d'autres plays sur lesquels tu peux avoir cet avantage compétitif. Ici je fais vraiment une parenthèse sur ce qu'on peut trouver dans la partie airdrop à action et spécifiquement ce qui est caché, parce que pour la partie airdrop yield farming, il n'y a pas vraiment d'avantage compétitif que tu peux avoir, à part tomber sur une pool sur laquelle quasiment personne n'est au courant, tu vas très rarement avoir des avantages de ce type-là. Ensuite, il y a encore 2 points que je veux aborder. Le premier, c'est de remettre en question ce que tu farmes. Voilà, tac, c'est écrit, on va le mettre en grand et surtout on va le centrer. Quand tu choisis de te positionner sur un play pour un airdrop, c'est exactement comme un investissement. Il te faut toutes les bonnes raisons du monde pour te dire je vais investir mon temps et mon pognon là-dessus. Il faut pas juste le faire parce que tu as vu passer un tweet sur Twitter et que tu t'es dit ok, bah ce mec là il s'y connaît peut-être un petit peu plus que moi, il dit qu'il faut faire ça, alors je vais le faire et je vais pas me poser de questions. Au contraire, je t'invite à te poser des questions, à réfléchir sur tout ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est plus intéressant? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, avec les nouvelles informations que tu es quasiment sûr que ça ne fonctionnera jamais? Ou alors que les résultats seront sous-optimaux. Et ça, c'est un vrai taf de fond, notamment si, comme moi, à une époque, tu chassais quasiment tous les trucs que tu voyais passer. Parce qu'à force, on commence à avoir une liste à rallonge dans la tête et c'est absolument plus tenable. D'autant plus qu'à force de splitter et encore continuer de splitter son attention et sa liquidité, au bout d'un moment, il reste plus grand chose qui va sur chaque extrémité. Alors vraiment, je t'encourage à ouvrir un Google Docs, un outil de notes, peu importe,
à faire la liste de tous les plays sur lesquels tu es positionné aujourd'hui et pour lesquels tu mets encore des efforts, et à réfléchir si ça vaut encore le coup. Et je sais que c'est compliqué, notamment si tu as déjà investi énormément de frais ou de temps dans quelque chose. Mais malheureusement, il n'y a aucun secret. Tu vas certainement te rendre compte qu'il y a encore des trucs que tu fais aujourd'hui qui n'ont vraiment plus lieu d'être. Et c'est un truc qui est 100% ok. Tu progresses tous les jours, tu as accès à de nouvelles informations et en fonction de ça, tu vas mettre à jour tes connaissances et également les plays auxquels tu vas jouer. Si tu n'as pas de conviction pour quelque chose ou alors que cette conviction-là, elle est 100% empruntée à quelqu'un qui a fait un post sur Twitter, eh ben, pose-toi la question. Deuxième truc, et ça on en est tous victimes en ce moment, il y a un projet qui s'appelle Kaito et que tu ne peux absolument plus ignorer aujourd'hui. Là où à un moment c'était mignon, les gens faisaient juste de l'engagement farming, aujourd'hui il y a vraiment des projets qui vont payer les utilisateurs pour faire des posts pour eux. Et là t'es pas sur le même créneau que pour tous les posts qui sont sponsorisés en France, là où tout en bas il y a écrit collaboration commerciale, donc c'est clair, c'est net. Kaito c'est vraiment un truc fourbe à ce niveau-là parce que ça encourage les gens à tweeter du positif sur des projets. Et ça même s'ils y croient pas une seule seconde. Pour que ce soit vraiment super clair, on va aller sur Kaito et ensuite on va aller sur Kaito Earn. Sur cette page-là, tu as la liste complète des projets qui vont payer pour du mindshare. Comprendre de l'engagement sur Twitter et plus précisément de l'engagement positif parce qu'il y a un malus qui est appliqué si tu parles négativement d'un projet via Kaito. Ça veut dire que tu dois te méfier de tous les tweets qui vont mentionner ces projets-là que tu peux voir un petit peu partout en ce moment. Et il y en a plein qu'on voit vraiment énormément, par exemple Newton ici. Il y a également Polkadot qui a refait un énorme signe d'intérêt, justement parce qu'ils ont payé pour. Sofon, qui n'a pas spécialement fonctionné, mais qui paye également. Sei, qui est aussi dans la liste. Multipli, je ne connais pas. Boop, qui a fait pas mal de bruit à un moment. Infinex en ce moment, même si c'est pour une autre raison. Ça veut pas dire que ces projets sont mauvais, absolument pas. Pour la plupart, je considère qu'ils sont même bons. Mais par contre, ça veut dire que pour tous ces projets-là, il faut se méfier de la quasi-intégralité des tweets que tu vas lire à leur sujet. Tout simplement parce que les gens qui vont poster à ce sujet ont intérêt à faire du mindshare et donc ont intérêt à faire des vues sur leurs tweets. Et très souvent, ça passe soit par des mensonges, soit par enjoliver la réalité. Justement dans l'objectif de partager le truc qui va faire le plus de bruit possible. Attention, tous ne sont pas listés et certains ont des campagnes qui sont plus ou moins cachées, ou alors que tu pourras retrouver ici dans Yapper Leaderboards, et plus exactement dans cette partie ici pré-TGE. Ça veut pas dire qu'il y aura des rewards pour chacun, mais il faut savoir donc qu'ils ont demandé à avoir un leaderboard, et donc à traquer cette activité-là. Et donc ce que je viens de dire, ça s'applique également à la liste de tous les projets que tu peux retrouver ici. C'est donc vraiment un truc à garder en tête quand tu scrolles sur Twitter et que tu vois ces projets mentionnés à balle. Et oui, ça veut également dire que si c'est un créneau qui t'intéresse, et que tu penses avoir un edge là-dessus, t'as tout intérêt à le jouer. Encore une fois, c'est la méta du moment, c'est pas un truc qui me fait plus triper que ça, mais c'est comme ça aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que dans 6 mois ce sera complètement différent, et plus personne n'osera parler de Kaito. Mais aujourd'hui ça fonctionne comme ça, le jeu est tourné de cette façon-là, et malheureusement il faut savoir l'accepter. Les mecs qui gagnent, ce sont ceux qui s'adaptent à la méta qui évolue en permanence, et pour le coup en ce moment il y a une méta qui est tournée là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai pu clarifier un petit peu ce que tu vois énormément sur ta timeline Twitter en ce moment. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans ma vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à ce samedi 18h avec le mail d'actu airdrop de la semaine. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Allez, ciao!